Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour l'émission 17, on parle d'économie sociale. Bienvenue à Studio Libre. Pour un vieux techno comme moi, eh bien, quand on parle de CDR, je pense à ce petit objet. Mais évidemment, pour mon prochain invité, c'est un outil de développement beaucoup plus important que ce que cet objet aura pu être dans sa courte vie. Monsieur Patrick Duguay, directeur général, est avec nous de la CDR, mais c'est la coopérative de développement régional. Bonjour, Monsieur Duguay. Bonjour. Et donc, on parle de CDR, c'est Outaouais-Laurentides, faut le dire aussi. On le sent dans plusieurs organisations que l'Outaouais et les Laurentides sont beaucoup liés. Vous, ça a été développé comment, justement, cette coopérative, j'allais dire corporation, mais c'est coopérative, d'unir l'Outaouais et les Laurentides, ça a été un choix qui était évident? Pas évident. En fait, historiquement, la CDR Outaouais-Laurentides, donc, a démarré ses activités en Outaouais, à Gatineau, OK. en 1975. Quand même. Donc, c'est notre 50e anniversaire cette Wow. année. Et en 2000, les coopératives des Laurentides disaient, on n'a pas accès aux services, nous, d'une coopérative de développement régional, donc qui appuie les projets coopératifs ou maintenant de l'ensemble de l'économie sociale sur le territoire. Alors, à partir de l'an 2000, on a commencé à regrouper les coopératives des Laurentides également. Donc, ce qui fait que 50 ans plus tard, c'est notre territoire avec un conseil d'administration composé de représentants de l'Outaouais et de représentants des Laurentides de manière paritaire. Comme quoi, on peut avoir une coopérative entre deux régions qui sont relativement similaires à plusieurs égards. À quel point les deux sont similaires? En fait, il y a toujours eu beaucoup d'affinités sur le nord. Le nord de l'Outaouais, le nord des Laurentides, à cause de toute l'industrie forestière qui est dominante. Quand on descend un peu, là, les Laurentides sont différentes à cause tout le secteur touristique qui est très fort. Oui, absolument. Et le sud, qui pourrait ressembler un peu à l'Outaouais, donc plus urbain avec Gatineau, qui est vraiment la couronne nord de Montréal, donc vraiment sous l'influence de la communauté métropolitaine. Évidemment. Et le pourquoi on est ici, le 50e anniversaire, bien sûr, mais on parle d'une délégation qui est allée notamment en France. Et malgré que quand on va en France, on en profite un peu, c'était pas nécessairement pour des vins fromages. Non, ça n'a pas été... en fait, on avait plusieurs membres de notre équipe cette fois-ci qui étaient avec nous et... il n'y a personne qui est revenu en disant que c'était des vacances en France. Okay. Les journées sont longues, mais elles sont extrêmement enrichissantes. On rencontre des personnes fascinantes. On voit des projets nouveaux qui sont très inspirants. Et on travaille avec les Bretons, notamment, depuis déjà plusieurs années, plus de 15 ans. Et sur des échanges qui visent pas juste à se connaître, mais aussi à partager des façons de faire. Okay. Par exemple, à la CDR Outaouais-Laurentides, on a mis en place à Gatineau le premier incubateur d'entreprises collectives. Et ça nous aurait pris donc plusieurs années à développer la méthodologie et tout ça. Le concept en général. On l'a tout simplement importé de la ville de Rennes, où il y a dans cette région qu'on appelle l'Île-et-Vilaine, où ils ont un incubateur depuis déjà plusieurs années. Alors, dans nos rapports avec eux, ils nous ont offert de nous transférer cette méthodologie-là qu'on a tout simplement eu à adapter. Donc, on a gagné beaucoup de temps. Et c'est réciproque. Donc, de notre côté, on a exporté aussi certaines de nos façons de faire. Ils viennent de reconfigurer, notamment dans le département de l'Île-et-Vilaine, tous leurs services, toute leur façon de travailler avec l'économie sociale autour d'un modèle qui est semblable à celui de la CDROL.
On parle souvent en France de la lourdeur administrative. Les gens vont dire c'est un sac de nœuds, c'est un peu comme la tour d'Astérix. Mais est-ce qu'on a vraiment des différences marquées quand on parlait d'adapter des concepts? Est-ce que ça a été difficile quand même? Parce qu'eux autres, j'imagine qu'ils ont 56 millions d'autres formulaires à remplir, plus que nous. Oui, c'est sûr. Et tu sais, on se moque un peu d'eux de temps en temps amicalement, en soulignant le fait que l'administration prend énormément de place dans leur vie. D'un autre côté, on est dans un pays qui a une longue tradition démocratique, législative, et donc il la traîne à la fois comme une grande richesse, parfois comme un certain poids. Les adaptations qui sont à faire, c'est généralement dû au fait des législations qui sont différentes, mais aussi, je dirais, puis pour moi encore plus, de la culture. Comment on est habitué de travailler ensemble? Comment on fait pour être un collectif chez nous? Alors, au-delà des questions juridiques, c'est la personne humaine qui fait la différence. Et chacun a ses sensibilités. Et c'est probablement pour ça qu'on a choisi les Bretons, parce que nous, on a des relations avec la Bretagne et avec la région de Barcelone en Catalogne. Et c'est des gens qu'on trouve qui nous ressemblent. Oui. Avec lesquels les liens sont faciles. Donc, on a misé plus sur l'humain pour se rassembler. À quel point, justement, les Bretons peuvent nous ressembler? Ben, en fait, puis on a choisi la Bretagne et pas la région parisienne. Oui, c'est ça. Justement, pour plein de bonnes raisons. Entre autres, ne serait-ce qu'un contexte urbain. Paris est tellement une mégalopole que Montréal, Toronto et pratiquement Vancouver mis ensemble. Effectivement, on a vraiment une grosse masse. Tandis que les Bretons, c'est des gens, c'est des régionalistes. C'est des gens là, qui sont très proactifs par rapport à la Bretagne, qui la mettent en valeur, qui protègent leur langue. Alors, parce qu'ils ont le breton qui est encore parlé par certains, mais enseigné aussi dans certaines écoles de breton. Ah oui? Alors, les jeunes peuvent faire leur primaire, notamment en breton, dans des écoles bretonnes. Ce qui est intéressant en termes de diversité. C'est sûr que le breton, c'est pas une langue qui se parle quotidiennement, mais elle est très... elle a beaucoup d'impact sur la gastronomie, les façons de faire la fête ensemble. Alors, on a beaucoup d'affinités. On est des peuples assez festifs. Bon vivant. Bon vivant. C'était pour le dire. Et les Français, je dirais, ajoutent une couche de gastronomie fabuleuse avec des produits agricoles qui sont d'une qualité exceptionnelle. Donc, ça aussi, on a à s'inspirer de ça. Cette fierté de ce qu'on est capable de produire avec notre terroir, ben, les Bretons l'ont vraiment de manière majeure. Et de notre côté, ben, on a quand même quelque chose à leur enseigner. Qu'est-ce que vous pensez que les Bretons ont tiré de nous, les Québécois? Ben, en fait, je ne serais pas présomptueux de nommer ce qu'eux pensent retirer, mais ils nous l'ont nommé assez clairement. Pour eux, notre côté pragmatique, ça, c'est quelque chose qui les inspire. Le fait qu'au-delà des principes et des valeurs qu'on défend, ben, on cherche vraiment à ce que, dans le quotidien, ça trouve sa place et que ce soit performant. Alors ça, pour eux, c'est toujours un élément... Le petit côté américain, peut-être un peu, hein? Tout à influence fait. américaine. Et on est aussi une société, je dirais, plus libérale. Oui. Eux, l'administration publique est importante. Ils ont une valorisation exceptionnelle puis qui nous fait envie du service public. Donc, l'administration, le filet de couverture sociale, même s'il est mis à mal actuellement comme ici, ben, le leur est beaucoup plus avantageux. Et c'est un très bel exemple de comment collectivement, quand on se donne des outils pour prévenir la précarité, l'intégration sociale des gens, ben comment ça rapporte aussi de manière communautaire. Donc, notre pragmatisme les surprend ou les intéresse puis les inspire.
Je dirais qu'il y a aussi notre capacité d'agir vite. Oui, c'est ce que j'allais dire aussi, influence américaine, là. Exact. Ils connaissent pas nos scènes, mais... ouais, c'est ça, ils sont capables de ressortir de bord. Ils constatent ça de notre côté. Alors, mais donc, ça rend les relations assez riches, hein, parce qu'on a une base humaine sur laquelle on se rassemble. Et après ça, ben, on est capable de travailler sur les projets qui nous motivent, les valeurs qui justifient notre engagement dans l'économie sociale. Et bon, on s'entend, vous faites de la coopération internationale avec plein de personnes dans le monde, mais ici, au Québec, en Outaouais, vous offrez quand même des services qui sont intéressants, notamment de démarrage d'entreprises d'économie sociale, donc des OBNL qui veulent justement partir, parce que de partir quelque chose, avoir l'idée, de la coucher sur papier et de faire en sorte que ça fonctionne, il y a quand même, c'est pas aussi en claquant des doigts que ça, là. Non, c'est jamais en claquant des doigts pour qui que ce soit, pas plus pour l'entrepreneur privé ou collectif, mais je dirais le collectif présente certainement certaines exigences supplémentaires. La capacité de mobiliser des gens, de se rassembler autour d'une mission, autour d'objectifs communs qu'on partage. Notre volonté de mettre en commun des ressources financières, humaines, la portion du bénévolat à l'intérieur des entreprises collectives, ne serait-ce qu'au niveau des membres de conseil d'administration, c'est majeur aussi. Alors, ça fait partie des services qu'on donne, c'est-à-dire de travailler avec les groupes qui portent un projet collectif, qui s'inscrit dans l'économie sociale, c'est-à-dire qui est différente du mouvement communautaire, où on livre des services qui sont généralement subventionnés par l'État et de manière tout à fait légitime. Les entreprises d'économie sociale sont souvent dans la même forme, donc des OBNL, des organismes à but non lucratif, ou des coopératives, mais qu'elles ont des activités de vente de biens ou de services. Okay. La télé communautaire, c'est une entreprise d'économie sociale. Elle a des activités économiques, elle verse des salaires, elle est gérée par un conseil d'administration de bénévoles et donc elle fait partie de cette mouvance de l'économie sociale. Et c'est intéressant en Outaouais parce que TVC 22 a Basse-Lièvre. Oui, Basse-Lièvre maintenant, oui. Excusez-moi, c'est mon âge. En tant qu'ancien résident de Buckingham, c'était à une autre époque. Mais il reste qu'en Outaouais, c'est quand même des médias qui se démarquent. La TV Basse-Lièvre est majeure, mais si on regarde dans le Pontiac, ça va être la radio de Chip FM, qui est radio extrêmement écoutée. Si on s'en va plus au nord, c'est Maniwaki avec CHGA. CHGA, qui est également une radio communautaire et qui a des meilleurs codes d'écoute que Radio-Canada pour les émissions du matin. Parce qu'on parle des gens de chez nous. C'est du vrai. Les gens sont intéressés à ce qui se passe autour d'eux autres. Donc, c'est des médias qui sont plus proches. Et ça fait une bonne différence. Il faut dire qu'aujourd'hui, en Outaouais, comme dans certaines régions du Québec, on a aussi le journal Le Droit, qui est en coopérative. Alors, qui est aussi, c'est plus récent, mais c'est une évolution, je pense, dans un monde des médias qui est passablement bouleversé, bousculé avec les nouvelles technologies et les grands joueurs qui tendent à vouloir tout contrôler. Est-ce que c'est long partir un OBNL d'économie sociale? Pas vraiment. En fait, c'est pas plus long qu'une autre entreprise. Sinon, le temps que les gens se connaissent et statuent ensemble des visions qu'elles veulent partager puis mettre en action. Donc, à part ça, puis je dirais dans le privé, c'est généralement la même chose, à moins d'être un travailleur autonome qui se démarre, on doit toujours parler avec nos associés, nos collègues. Dans notre cas, les associés sont juste parfois plus nombreux. Mais c'est aussi énormément de ressources qui vont apporter à l'organisation en termes d'expérience, en termes de disponibilité, de temps, de talent. Alors, on vient maximiser l'utilisation des ressources
dans un monde où les ressources sont de plus en plus rares. Oui, Donc, on a besoin de ça. Alors, notre travail est vraiment celui d'un généraliste. Donc, on n'est pas le spécialiste dans chacun des secteurs d'activité économique. On ne pourrait pas parce que c'est trop diversifié. Oui, c'est vaste, là. Mais on est des spécialistes, par exemple, du processus. Comment est-ce qu'on peut arriver à identifier une idée porteuse, à en faire un projet qui a une rentabilité économique et sociale, parce que même si l'objectif de l'entreprise d'économie sociale n'est pas le profit, l'argent, c'est un outil de première nécessité. On a besoin d'argent pour payer notre monde, on a besoin d'argent pour produire, on a besoin d'argent parce que si on considère que ce qu'on fait est important, on doit le financer correctement. Et ça, nous, c'est un des morceaux qu'on va faire avec les gens. Les accompagner dans l'élaboration de leur projet, de leur plan d'affaires et de leur financement. Donc, même les liens avec les différents partenaires financiers sont extrêmement importants. On est d'ailleurs nous-mêmes très engagés au niveau du développement des outils financiers pour l'ensemble du Québec en économie sociale. Je pense au réseau d'investissement social du Québec, dont je suis administrateur, à la fiducie du chantier de l'économie sociale, dont j'étais un des fondateurs, et maintenant à un nouveau holding, un fonds de fonds, qui va approvisionner différents fonds pour répondre à des besoins en logement étudiant, dans le domaine de l'alimentation. Alors, les secteurs d'activité sont extrêmement diversifiés, ce qui rend notre travail aussi bien intéressant. Moi, de ce temps-ci, là, je travaille sur la valorisation des résidus miniers. Oh! Sujet d'actualité, là. Oui, tout à fait. Assez loin de mes connaissances de base, mais c'est ce qui rend la chose intéressante. Donc, moi, ça fait 23 ans que je suis à la direction générale de la CDROL et j'apprends encore. Hein. Et avant cet emploi-là, quand j'avais fait 2-3 ans quelque part, j'avais fait le tour. Là, 23 ans, j'ai pas encore fait le tour. Et justement, on parlait du financement, on parlait de ressources humaines aussi. C'est deux choses qui sont, avec les organismes que je reçois ici, qui sont vraiment primordiales et, on dirait, difficiles en 2025. Le financement, on n'en parle même pas là, avec les coupures budgétaires ici et là au niveau du gouvernement et l'économie qui est vacillante d'un côté, les dons rentrent moins. Et aussi au niveau humain, beaucoup de gens vont prendre leur retraite, ont moins de temps. Donc, comment est-ce qu'on encourage? Parce que là, la personne qui arrive, elle dit, moi, j'ai ci, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Attends une minute, là, faut trouver tout ce monde-là. Bien que leur parti soit déjà fait un peu, j'imagine, à l'avance, ils ont une idée de qui va se joindre à eux. Il faut quand même les mobiliser. Ça doit être quand même de tous les instants, là, de dire, puis même avec un organisme qui fonctionne depuis longtemps, c'est toujours à recommencer. Là. Ah oui, parce que les groupes sont différents à chaque fois. Mais on constate que l'expérience qu'elle nous donne, c'est qu'on apprend et les gens aussi ont envie de s'associer à l'économie sociale. Donc, on n'a pas une approche de faire de la publicité énormément. On fait de la promotion comme ici. Quand je viens vous en parler, pour nous, c'est important parce que il y a le rôle des acteurs de l'économie sociale, donc qui sont les entrepreneurs collectifs, mais il y a le rôle aussi de la communauté qui sont les clients. Si les gens n'écoutent pas votre télé, ça n'a plus de sens. Là. Vous n'êtes pas là pour vendre la pub. Là, puis, alors, on est là pour travailler avec la communauté puis les amener quelque part dans notre champ d'expertise, donc que ce soit l'information. Et on s'entend là, l'information dans les plus petits milieux, c'est un enjeu majeur dans une cacophonie d'informations, pour ne pas dire de désinformation. C'est très rare d'entendre la voix de chez nous. Et ça, c'est une contribution majeure que vous avez. Alors, pour moi, elle est riche, elle doit être appuyée. Et une des grandes différences qu'on a, quand on regarde le portrait de l'économie sociale au niveau de l'ensemble canadien, on constate que le Québec est à peu près 25% de la population canadienne. Mais
c'est plus que 50% des entreprises d'économie sociale qui sont au Québec. Wow! Ça fait partie de notre culture. Mm-hmm. On se rappellera à l'époque les corvées. Oui. Quand il y avait un fermier dont la grange brûlait, ben, il y avait une corvée, puis ça prenait pas de temps que c'était relevé. Ben ça, c'est l'effort collectif de gens qui sont pas là pour leur bien-être, mais pour celui de leurs voisins ou de leur milieu, et qui vont s'engager, s'investir, dépenser de l'argent et du temps au service des autres. Alors, moi, je trouve que dans un monde où l'égoïsme et l'égocentrisme prend tellement de place, absolument, particulièrement avec le président au sud de chez nous, ben, c'est des messages, je pense, qu'on a avantage à entendre. Il y a d'autres choses qui existent que ça. Il y a d'autres choses que l'agressivité, la violence, puis le racisme. Il y a l'intégration, il y a la volonté d'être solidaires les uns envers les autres. Et tant qu'à moi, c'est un levier pas mal plus puissant. Mm-hmm. Donner du temps, bon, on le voit ici à la TVC, conseil d'administration qui donne beaucoup de temps et qui se retrouvent à avoir plein de choses à gérer, là. En plus, certains font partie de plusieurs conseils d'administration. Donc, il y a un investissement, mais on parlait avec justement en planification stratégique, et puis il y a des gens qu'on appelle les TLM, tout le temps les mêmes. Est-ce que justement on voit ça, que c'est toujours les mêmes, et puis d'aller chercher des nouveaux, c'est un petit peu plus difficile? Ben, c'est-à-dire, pour moi, il y a une base. Hein. Il y a des gens qui sont engagés de nature, puis, ou de culture familiale. Hein. Il y a des familles qu'on retrouve souvent. Ça, c'était mon oncle qui était là, ou mon frère. Donc, ça se répercute de cette manière-là. Pour moi, on est dans une perspective où le temps qu'on va donner, il y a de la valeur aujourd'hui. Oui, seulement. Le temps, c'est de l'argent. Puis on n'en a pas tant que ça du temps. Effectivement. Alors, on fait des choix en fonction de ça et on va beaucoup le mettre au profit de notre milieu. Moi, avec tout le monde, toujours les mêmes, on disait aussi que si tu veux confier un travail à quelqu'un, prends quelqu'un qui est déjà occupé. Parce que, généralement, ces gens-là sont capables de faire de la place. Alors que, pour d'autres, ça peut être un peu plus bouleversant. Mais dans notre milieu, les gens donnent ce qu'ils sont capables de donner. Hein. C'est pas tout le monde qui... il y en a qui ont des familles, il y en a qui prennent soin d'enfants qui ont des défis particuliers, des parents malades, de parents malades, vieillissants, de voisins, ou qui eux-mêmes ont leurs problèmes de santé ou leurs enjeux personnels. Donc, il faut toujours être, je dirais, assez indulgent vers les gens. On les invite plus qu'on leur tord le bras. Et ça, moi, je pense que ce qui fait que ça fonctionne, c'est que les gens ont le goût de se joindre à des gens qui font des choses et qui ont l'air d'avoir et du plaisir et de la satisfaction à les faire. Et pour faire moi-même du bénévolat dans d'autres organismes, je constate que les gens ont généralement un plaisir fou et ils reviennent d'année en année, de mois en mois, de fois en fois, parce que ça devient comme... ça fait partie de leur routine. C'est... puis souvent, je le disais même à ma conjointe, ça me permet de rencontrer d'autres mondes que dans mon milieu. Effectivement, ça nous fait sortir, découvrir des nouvelles façons de faire. Les gens arrivent avec des bagages différents et c'est assez valorisant de sentir qu'on peut contribuer, que le temps que je mets, que les talents, les connaissances que je mets à la disposition d'un groupe, que ça fait une différence. Alors, pour moi, c'est là qu'on est... Notre plus grande motivation, c'est de trouver du sens dans ce qu'on fait. Alors, on ne le fait pas dans ce cas-là nécessairement parce que c'est notre gagne-pain. Moi, ça l'est aussi, mais ce n'est pas que ça. Je m'engage dans d'autres causes qui me tiennent à cœur, justement, parce que je veux que ma vie ait du sens. Je veux me coucher le soir en me disant hey, j'aurais été utile aujourd'hui. Si je ne m'étais pas levé ce matin, le monde n'aurait pas été pareil. Mon petit monde. Mais quand même, si chacun a cette conscience-là, qu'à chaque jour, poser un geste pour les gens de notre entourage, que c'est porteur de sens,
ça peut très bien changer la face de notre quartier, de notre ville, de notre province. Oui. On le voit avec des organismes qui ont beaucoup de succès là, parce que les gens s'impliquent, puis notamment, bon, je vais nommer Itinérance Zéro pour celui que je fais du bénévolat, et la gratitude des clients, si on peut dire, eh bien, elle est directe. Mm-hmm. Quelqu'un nous dit hey, merci. Et puis, on a eu un beau témoignage. Un homme qui est venu nous porter un don. Et puis, il a dit grâce à vous, je m'en suis sorti. Puis là, aujourd'hui, je le remets. Mm-hmm. C'est d'une beauté sans nom de dire ben, regarde, on a fait une différence dans la vie de cet homme-là et probablement dans la vie de bien d'autres aussi. Là. Tout à fait. Puis, tu sais, moi, je fais du développement territorial par l'économie sociale depuis de nombreuses années. Et c'est jamais simple d'expliquer notre travail. Ouais. Si j'étais police ou avocat, ça serait différent. Une des choses que j'ai souvent dit aux jeunes, c'est que moi, mon travail consiste à lutter contre notre sentiment d'impuissance. Ah. Généralement, on va, puis il suffit d'écouter pas très long des nouvelles ou de lire les journaux rapidement pour se déprimer. Ouais. Et pour regarder tout ça en disant « qu'est-ce que je peux faire ?» Alors nous, on donne des mains, on donne des façons concrètes de vaincre ce sentiment d'impuissance et se mettre en action. C'est toujours ce qu'il y a de plus difficile, mais c'est ce qui est déterminant aussi dans notre capacité de bien vivre ensemble. Vous allez avoir du travail pour encore au moins un autre 23 ans, je le sens, parce que l'économie sociale, bien que parfois on n'en a pas conscience directement, eh bien indirectement, ça fait beaucoup de choses pour les êtres humains que nous sommes dans notre société. Merci beaucoup, Patrick Duguay, directeur général de la coopérative de développement régional de Outaouais-Laurentides. C'est toujours un plaisir, puis notre porte est grande ouverte. Merci de m'avoir reçu. C'était bien agréable. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition numéro 17 de Studio Libre. J'aimerais remercier mon invité d'aujourd'hui, Patrick Duguay, directeur général de la coopérative de développement régional Outaouais-Laurentides. Je vous rappelle que nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube et nous avons également notre groupe de discussion Facebook TVC Basse-Lièvre, entre parenthèses officiel, auquel vous pouvez vous abonner pour avoir des nouvelles un peu plus au quotidien de la TVC. Et moi, il ne me reste qu'à vous dire bonne journée et on se revoit pour un autre Studio Libre.